Bonjour tout le monde. Bienvenue à la présentation de Windows pour le Brand Date de Energica. Alors, nous, on veut présenter le modèle d'affaires qu'on veut proposer pour les communautés nordiques. Alors, rapidement, je vais partager mon écran. Alors, le Brand Date concerne évidemment le système hybride qu'on propose. On ne parlera pas trop des éoliennes de Windows. Les éoliennes de Windows, c'est des éoliennes de 20 kW qui sont pensées pour bâtir des réseaux flexibles de 100 kW à 2-3 MW. Et les éoliennes de Windows vont avoir 4 grandeurs de turbines. C'est toutes des éoliennes de 20 kW, mais les grandeurs de turbines sont nécessaires pour que l'appareil soit bien adapté au profil de vent d'un site. On va voir qu'est-ce que ça implique un peu plus tard. Dans le Nord, ça va surtout être les modèles 3 et 4 qui vont être utilisés. Alors, le problème numéro 1 de l'énergie éolienne ou de l'énergie solaire, c'est la même chose, quand on veut envoyer de l'énergie dans un micro-réseau, c'est que c'est de l'énergie qui est aléatoire. Alors, on a ici un profil qui montre la production d'énergie éolienne dans le temps. Ça pourrait être une semaine ou une année, c'est la même chose. Il y a des périodes où il y a beaucoup d'énergie, puis il y a d'autres périodes où il n'y a absolument rien. Cette énergie-là, on peut la recombiner dans un graphique pour pouvoir faire une meilleure analyse de la situation. Chaque site de vent au Canada, on est capable d'obtenir des profils de vent, c'est-à-dire qu'on est capable de savoir il y a tel pourcentage de vent de 4 mètres par seconde, tel pourcentage de vent de 5 mètres par seconde dans ce site-là. Et en fonction d'une ferme éolienne, d'une éolienne ou d'une ferme éolienne, on peut dire, bien, avec cette classe de vent-là, je produis tant d'électricité. Avec telle autre classe de vent, je produis telle quantité d'électricité, etc. Donc, on est capable d'avoir un profil de la production d'électricité d'une ferme éolienne dans un site spécifique. Si on utilise des éoliennes de Windows, puis des éoliennes de 20 kW, ça nous prend 50 éoliennes pour produire 1 MW. Fait que si on fait une ferme de 1 MW, 50 éoliennes, on va avoir un profil de production d'électricité qui va être similaire à celui des éoliennes géantes, où on va fournir 30 à 40 de la capacité de la connexion. C'est-à-dire que sur une connexion de 1 MW, en moyenne, on va fournir 30 ou 300 ou 400 kW. Mais évidemment, il y a des fois, c'est zéro, puis il y a des fois, c'est la pleine capacité. Alors, qu'est-ce qu'une ferme éolienne surdimensionnée? Une ferme éolienne surdimensionnée, par exemple, ça peut contenir 100 éoliennes au lieu de 50 éoliennes sur la même connexion d'1 MW. Alors, qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'on double la quantité d'éoliennes, on a exactement le même profil de production d'énergie qu'on avait avec notre système de base, sauf qu'il est doublé, parce qu'on a 2 fois plus d'éoliennes. Mais, par contre, il y a une période où on produit plus qu'1 MW. Il y a un certain pourcentage de temps où on produit plus qu'1 MW. Cette électricité-là, elle va être perdue. On va être obligé, on ne peut pas l'utiliser parce que notre connexion reste de 1 MW. C'est quoi l'avantage de ça? C'est que là, au lieu d'offrir 30 ou 40 de rendement sur notre connexion au réseau, on va fournir de 50 à 65 de rendement parce qu'on a bien meilleure densité d'électricité à offrir. Ça peut être avantageux pour le réseau, ça peut être avantageux pour le producteur. Si, par exemple, notre coût de production d'électricité, c'est 3 sous le kilowattheure, bien, on voit qu'on en perd ici un 20-25 donc, ici, on va avoir un coût de production d'électricité qui va être alentour de 3,6, 3,7 sous par kilowattheure. Si, évidemment, on vend l'électricité à 4,2 sous le kilowattheure, ce n'est pas nécessairement avantageux, mais si on vend l'électricité à 6 sous ou 7 sous le kilowattheure, pour se brancher sur la même connexion, on livre 75 de plus d'énergie, ça vaut vraiment la peine, c'est rentable. Donc, c'est déjà un modèle de base qui peut être intéressant. Maintenant, on peut pousser ce modèle-là encore plus loin et dire qu'on va avoir 200 éoliennes pour 1 MW. Donc,
On a toujours le même profil, sauf que maintenant, on va avoir des pointes qui vont aller jusqu'à 4 mégawatts. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Première des choses, c'est qu'on livre notre capacité nominale, notre 1 mégawatt, dans ce cas particulier-là, jusqu'à 65 du temps. Et on livre entre, dépendamment du profil de vente et tout ça, entre 65 et 80 de la capacité de notre connexion de 1 mégawatt au réseau. Alors là, c'est sûr qu'on perd théoriquement 50 de l'électricité ici. Si on avait de l'électricité à 3 sous ici, elle coûte 6 sous là, si ça c'est perdu. Sauf que là, ici, on commence à avoir une masse d'énergie suffisante pour dire, bien, on va peut-être avoir des utilisations secondaires. À ce moment-là, ma production ici est encore à 3 sous de kilowattheure et mon électricité excédentaire est aussi à 3 sous de kilowattheure. Si on se rapporte maintenant au nord québécois, la plupart du temps, on va avoir assez facilement des moyennes de vent de 6 mètres par seconde. Alors, une éolienne géante de 2 MW ou sans éolienne window de numéro 3, qui donne aussi 2 MW, produirait à peu près 43 de la puissance de connexion de 2 MW. Donc, on a encore un trou de 57 Il y a une bonne quantité d'électricité qui est produite, mais on a encore beaucoup de chemin à faire pour dire qu'on couvre la demande d'un réseau autonome. Là, on peut utiliser comment est-ce qu'on va faire bâtir des modèles d'affaires avec ça, comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser un modèle d'affaires. C'est qu'on va, en décomposant notre profil de production d'électricité, on peut voir que, par exemple, 80 du temps, on va produire 200 kW. Donc, si j'ai un procédé que j'ai besoin de faire de façon constante, je peux aller chercher 200 kW, il me reste 20 à combler ici. On a déjà une grande proportion. 350 kW, 70 du temps, 625 kW, 57 du temps, 1 MW, 47 etc. Et là, on peut prendre ce profil-là, puis on peut dire, OK, ben, dans le fond, moi, j'ai besoin seulement de 300 kW, 70 du temps. Mais là, au lieu d'avoir 100 éoliennes, j'en mets 90. Donc, on peut faire de l'optimisation de la ferme éolienne en fonction du profil de vent et des objectifs du micro-réseau ou de d'autres clients. Comment est-ce que ça se transpose pour fournir l'ensemble de l'électricité dans un réseau nordique? Si on dit, bon, on a une connexion d'à peu près 1 MW, c'est-à-dire qu'en moyenne, c'est utilisé 500 kW. Bon, évidemment, la demande varie. Là, on fait ça de façon plane ici parce que c'est plus simple à comprendre. Pardon. Donc, on va être capable, si on a une demande moyenne de 500 kW, de fournir 70-75 de la demande d'électricité directement à partir des éoliennes. Là, on a évidemment des surplus importants. On a une partie de ces surplus-là qu'on met dans des batteries. Et là, les batteries viennent combler 10 à 15 de la demande supplémentaire. Donc, on va se rendre à 80-90 de l'électricité qui est consommée, qui va être d'origine éolienne, qui va être d'origine propre. Et on garde la génératrice qui sont déjà sur les sites, de toute façon, en backup, qui, eux, vont fournir le 10-15 qui peut rester. Évidemment, ça peut varier d'une année à l'autre, tout ça. Mais la génératrice n'est plus l'élément principal de production d'électricité du micro-réseau. Ça devient un système auxiliaire, un système qui va être pilotable, puis qui va compenser les journées où il n'y a pas de vent et où il n'y a pas assez de puissance de batterie pour compenser le manque de vent. Donc, un système de micro-réseau hybride peut avoir des éoliennes de Windows, une certaine quantité d'éoliennes de Windows en surcapacité. Il peut y avoir d'autres sources d'énergie. Hein. Il peut y avoir de l'énergie solaire, il peut y avoir de l'énergie hydrolienne. Il y en a qui ont été testés dans le Nord. Je ne connais pas les rendements exacts de ça, mais c'est possible. Et on a notre génératrice qui est toujours là, qui peut produire de l'électricité, évidemment, à la demande. Et on envoie tout ça dans notre chargeur de batterie. Là, ici, le setup, c'est peut-être pas le setup optimal. Je ne suis pas ingénieur électrique, mais ça explique bien la façon dont on veut fonctionner.
On envoie tout ça dans un chargeur central avec des MPPT, des Maximum Power Point Tracking, qui vont permettre de dire, ben, si j'ai juste 30, 20 ou 200 ou 300 kW d'éoliennes, ben, je peux mettre 600 kW de genset et j'ai mon mégawatt si j'ai besoin de mégawatts. Entre guillemets, lorsqu'on va utiliser juste la génératrice, mettons qu'il n'y a pas de vent du tout, c'est beaucoup plus efficace d'avoir une génératrice avec un set de batteries parce qu'on fait fonctionner la génératrice seulement en fonction de sa capacité optimale. Donc, déjà là, il y a un rendement, il y a une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça prend un set de batteries assez important. Ici, on a 8 MWh pour notre système, notre réseau autonome de 1 MW. Des batteries Evlo, parce qu'elles sont fabriquées ici. D'ailleurs, on a une lettre d'intérêt de Evlo pour faire un projet de démonstration qui va aboutir éventuellement à ce setup-là. Et là, on met un inverteur en arrière de ce système-là. C'est l'inverteur qui fournit toute l'électricité au réseau. Et on met un inverteur plus fort que notre système de base. Pourquoi? Parce qu'on veut pouvoir inonder le réseau, parce qu'on ne veut pas juste envoyer de l'électricité pour les opérations électriques, on veut envoyer de l'électricité pour faire du chauffage. Donc, on se ramasse avec un système où on a une demande d'électricité, évidemment, qui varie. On a une capacité du réseau de distribution, mettons que c'est 1,5 MW. Et là, on va s'assurer de saturer au maximum la distribution de l'électricité de façon à pouvoir entreposer de la chaleur pour faire du chauffage. Alors, évidemment, on n'a pas toujours la capacité de mettre 1,5 MW. Si je manque de vent, je vais pouvoir quand même envoyer des surplus au réseau pour faire du chauffage, mais évidemment, on s'occupe toujours en priorité de la demande électrique de base pour l'éclairage, les poêles et ces choses-là. Évidemment, il peut y avoir encore moins de vent, puis là, ben, à ce moment-là, ben, il y a une partie de la demande électrique qui est assumée par les batteries. Si les batteries deviennent faibles, il y a une partie de la demande qui peut être assumée à ce moment-là par le diesel, le genset. Évidemment, si on n'a pas assez d'énergie, on va essayer de ne pas envoyer de l'argent dans nos accumulateurs, d'électricité dans nos accumulateurs de chaleur inutilement. Ça prend donc un système de contrôle. Je l'ai fait en 2 planches parce que plusieurs items. Il doit y avoir un CPU central, un contrôleur central qui va pouvoir calculer l'énergie aléatoire disponible. Celle des éoliennes, s'il y a juste des éoliennes, mais s'il y a des solaires et l'hydraulique, il doit être capable de calculer l'ensemble de cette disponibilité-là. Calculer le niveau de charge des batteries pour savoir si on doit charger les batteries ou si on fait un bypass. Et si les batteries sont pleines, si je ne suis pas capable d'en mettre plus dans le réseau parce que j'ai une capacité éolienne supérieure à ce que j'ai besoin, le réseau peut décider, le contrôle central peut décider de réduire la production d'éoliennes. C'est-à-dire que si j'ai 100 éoliennes, par exemple, pour produire de l'électricité, mais que je suis rendu que j'ai trop d'électricité, ben, je vais baisser, je vais fermer les 50 éoliennes, je vais fermer 20 éoliennes, je vais en fermer 60, de façon à, évidemment, pas surcharger le réseau. Et inversement, si je n'ai pas vraiment assez d'énergie de mes éoliennes ou de mes autres sources aléatoires, ben là, on peut décider de partir de la génératrice. Donc, d'un côté, on a un système qui gère la disponibilité d'énergie, et de l'autre côté, le même système doit optimiser le tout, doit gérer la demande d'énergie. Alors, on a l'électricité de base pour nos clients, mais aussi on veut accumuler de la chaleur. Donc, dans les résidences, on peut avoir une centaine de résidences avec des accumulateurs de chaleur Steffi qui ont une entente de distribution avec Hydro-Québec pour leurs produits. Chacun de leurs fournaises qui accumule de la chaleur peut accumuler 80 kWh de chaleur. Donc, si j'en ai 100, ben, j'ai un autre 8 MWh d'entreposage d'énergie. Donc, j'ai mes batteries et j'ai mon système d'entreposage dans les maisons. Et on peut avoir des accumulateurs de chaleur plus importants, des accumulateurs de 3 MWh
pour des immeubles commerciaux. Mettons qu'on en a 5. Là, on aurait d'autres 15 MWh d'entreposage de chaleur possible. Donc, on a quand même une bonne capacité d'entreposage. Ces capacités-là, ici, sont beaucoup moins dispendieuses que les batteries. Mais tout ça se fonctionne ensemble. Donc, on voit cette information-là, on a besoin, si on pensait que l'îlot, à un moment donné, serait partie prenante pour nous aider à gérer ça, mais ça a été dissous par Hydro-Québec. La technologie est sûrement chez Hydro-Québec maintenant. On doit avoir l'information de combien est-ce qu'il y a de chaleur accumulée dans chacun des systèmes, parce que on doit savoir si le réseau en a besoin, et on doit savoir où doit donner la priorité. Si j'ai 100 clients avec des accumulateurs de chaleur, mais que j'ai seulement, puis mettons que la capacité, c'est 10 kW par système pour accumuler de la chaleur, et j'ai seulement 500 kW, mais je peux partir seulement 500 systèmes. Alors, le système central va donner la priorité aux 50 systèmes qui ont le moins de chaleur accumulée pour les remonter, et ça peut varier dans le temps. À un moment donné, il peut y avoir des changements. Et bon, dans le cas particulier des accumulateurs commerciaux, des accumulateurs de 3 MW, là, au moment où on a trop d'électricité éolienne pour notre système de chargeur de batterie, pour notre réseau, on peut créer un bypass. Il va falloir ajouter quelques fils sur le réseau, DC direct, pour envoyer ces surplus d'électricité-là dans les accumulateurs d'énergie plus importants. En parenthèse, un accumulateur de 3 MWh, c'est l'équivalent d'un container de 20 pieds. Donc, ça s'installe très bien à côté de l'immeuble commercial. Vous le comprenez maintenant avec les possibilités de distribuer l'électricité aléatoire de diverses façons. On peut créer toutes sortes de modèles d'affaires. Ça ne s'applique pas seulement au réseau du Nord. Même, on peut ajouter des choses dans le réseau du Nord. On pourrait avoir des serres, on pourrait avoir des modules de croissance, on pourrait avoir des entrepôts qui font du séchage de poissons, toutes sortes de choses. Et comme notre système d'éoliennes est scalable, ben, à un moment donné, ils peuvent commencer avec 100 éoliennes, puis ils peuvent en ajouter 2 ans après une vingtaine, une trentaine, pour répondre à leurs besoins de façon très spécifique. De façon générale, lorsqu'on fait une ferme à surcapacité, le plus facile, c'est de produire la chaleur. Il y a une tonne, il y a une quantité de produits, on ne regardera pas tout ça, il y a une quantité de choses qu'on peut faire avec ça. Donc, pour bien remplir le réseau d'un système autonome, avoir des utilisations indirectes, des surplus d'énergie, ça peut être très, très avantageux. Très rapidement, nos éoliennes vont être envoyées dans le Nord dans des containers de 40 pieds. Il y a des problèmes de logement là-bas, mais ces containers-là, après ça, pourraient servir, plutôt que de les ramener, pourraient servir de rallonge à des maisons existantes. Ça pourrait être bien utile là-bas. Ça donne un petit peu une idée du look de nos éoliennes. Alors, je vous remercie de votre attention. Maintenant, on va discuter un petit peu en entour de ça. Merci François pour cette présentation des plus inspirantes pour le développement durable dans le nord du Québec et ailleurs. Je pense que cette présentation illustre bien que le modèle d'affaires que tu proposes est versatile. Par exemple, au-delà de fournir de l'électricité au réseau et de la chaleur aux commerces et maisons, le modèle permet d'accroître sa capacité pour soutenir le développement économique local pour une série de projets, comme par exemple des projets sur lesquels on a travaillé ensemble, la production d'hydrogène pour de petites flottes de véhicules, la recharge de batteries de véhicules communautaires, la production agricole en serre et d'autres types de production d'environnement contrôlé utilisant l'électricité pour l'éclairage la nuit, des thermopompes pour le séchage du bois et bien plus. Je mentionne ça parce qu'il faut comprendre que dans les communautés du Nord, l'usage de l'énergie fossile est non seulement source d'électricité de chaleur, mais aussi source d'emplois établis depuis des décennies. C'est pourquoi le modèle proposé permet non seulement de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, mais peut aussi servir le développement économique local. Donc, à nous tous de mettre en œuvre un projet de démonstration.